Je pense qu'au fait, nous, on a pris une démarche d'emblée de ne pas exclure aucun secteur d'activité, parce qu'en tant qu'investisseur responsable et aussi à la demande de nos clients, nous avons décidé de nous placer dans une perspective d'avenir et de prendre en compte l'économie réelle telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est bien sur une économie qui est très dépendante du carbone, donc les industries fossiles, les énergies fossiles sur lesquelles nous dépendons pour avoir une économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Nous préférons être un investisseur engagé qui accompagne ces entreprises dans la durée pour se tourner vers un développement durable à l'avenir. Donc au fait, sur l'exclusion, vous avez raison de le souligner. En revanche, nous n'investissons pas dans les industries controversées sur l'armement. Donc, c'est les bombes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Nous l'avons fait d'emblée depuis 2006. Et c'est quelque chose qui s'étend maintenant. Nous l'avons fait en 2006 pour l'ISR. Et depuis, ça s'est étendu à tous nos investissements, y compris ceux du groupe Allianz. Donc, à présent, maintenant, l'exclusion pour nous, ce n'est pas une question de thématique ou de secteur. Par contre, une question de principe. Donc, nous avons bien des exclusions dites droits humains. Et c'est-à-dire que si une entreprise n'atteint pas la notation minimale sur sa performance droits humains ou en termes de risque droits humains, nous les excluons de nos portefeuilles ISR. C'est aujourd'hui à peu près 20% des valeurs de l'indice MSCI EMU, qui est l'indice sur la zone euro. Alors l'engagement ou le dialogue actionnarial ou dialogue émetteur, c'est un vrai complément à cette approche d'exclusion sur des valeurs, par exemple, qui sont les plus mal notées en matière de droits humains, ou des valeurs qui sont à risque sur des controverses ou des activités. On connaît les activités, par exemple, des secteurs miniers, pétroliers. Ce sont des activités d'entreprises qui sont présentes dans des zones à risque, dans des pays qui ne sont pas forcément les plus démocratiques, souvent parfois très corrompus. Donc il y a des risques environnementaux, parce que ce sont des activités qui sont parfois très polluantes, nous le savons. Je prends le cas des sables bitumineux pour le secteur pétrolier, ou au Nigeria également, on a vu les cas des fuites depuis des décennies dans le delta du Niger, mais ce sont également des activités qui sont à risque pour des questions de droits humains, parce que nous voyons que ce développement se fait parfois au détriment de la santé, voire même de l'intégrité physique des personnes dans ces zones géographiques. Donc en fait, l'engagement, c'est très clair, c'est très important pour nous, puisqu'on est investi dans ces entreprises. Je vous ai dit, on ne fait pas d'exclusion sectorielle, donc on peut être investi dans des entreprises du secteur pétrolier, minier, etc. Par contre, nous le faisons en toute connaissance de cause, et nous le faisons aussi avec une démarche de dialogue avec ces entreprises pour essayer de minimiser ces risques. C'est-à-dire concrètement, nous allons à leur rencontre, pour nos rendez-vous avec elles, nous discutons avec elles sur leurs risques dans ces zones-là, dans ces pays-là, sur certains domaines bien particuliers, et nous leur demandons des preuves qu'ils ont en place, d'une part les politiques, mais les process et les résultats pour minimiser ces risques. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut faire individuellement, le faisant pour les propres valeurs que nous détenons dans nos propres portefeuilles. Nous le faisons également pour le compte de clients qui nous demandent de faire ou d'exercer un engagement pour leur propre compte à eux. C'est important à souligner, c'est que, surtout pour cette question-là, de la transparence dans les industries extractives, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Vous l'imaginez bien, les entreprises d'un côté sont pressurisées par les gouvernements de ces pays, je l'avais évoqué tout à l'heure, pas toujours les plus démocratiques, ni les plus, on va dire, les moins corrompus. Donc quelque part, les entreprises, pour rentrer et avoir accès aux ressources minières et pétrolières, sont sans doute souvent sous pression de ces gouvernements pour être pas transparentes. C'est-à-dire elles n'ont pas le droit de publier combien elles payent. Et les gouvernements eux-mêmes, jusqu'à présent, jusqu'à peu, n'étaient très peu incités à publier combien elles recevaient de ces entreprises. C'était l'opacité totale, c'est la voie ouverte à la corruption, au pot de vin, tout ce qu'on connaît un petit peu depuis des décennies dans ces domaines dits extractifs. Et quelque part, la problématique que vous évoquez, la question du dialogue actionnarial ou du dialogue émetteur, ne peut se faire dans ce cas-là pour une problématique qui est tellement ancrée dans un secteur et ancrée dans la politique des pays. Un seul acteur ne peut pas avoir une solution. Donc, d'où l'intérêt d'une initiative collective. Vous
prenez tous les acteurs impliqués, toutes les parties prenantes, les gouvernements des pays extractifs, donc c'est évidemment des pays comme le Kazakhstan, le Nigeria, le Gabon, la Mongolie, à présent l'Indonésie, qui sont donc les pays qui exportent ces matières premières. Vous avez les gouvernements, les représentants des gouvernements des pays consommateurs, donc c'est la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui sont les économies qui sont dépendantes de ces matières premières. Vous avez ensuite les entreprises minières, pétrolières. Nous avons Total qui est impliqué, Exxon, Areva. Bon, donc ça c'est pour les entreprises. Vous avez ensuite les ONG. Donc, troisième partie prenante, très importante, Global Witness, des ONG des droits humains, des ONG environnementales. Et enfin, dernière partie prenante, les investisseurs. Vous faites comment? Vous les mettez tous autour de la table et il y a un consensus pour avancer sur cette question de transparence, de pouvoir faire en sorte que les entreprises publient combien elles payent au gouvernement. Et les gouvernements, en retour, publient combien elles reçoivent de ces entreprises. Ça n'aurait jamais pu se faire en one-on-one, enfin en tête-à-tête. Il fallait vraiment que tous les acteurs impliqués se mettent autour de la table. Et aujourd'hui, vous avez déjà des résultats très importants, aussi bien pour les pays, comme pour les investisseurs, comme pour les entreprises, puisque, à présent, plus de 12 pays ont obtenu le label de transparence de l'EITI. Donc, c'est l'initiative pour la transparence pour les industries extractives. Et aujourd'hui, il y a plus de 800 millions de personnes à travers le monde qui ont maintenant accès aux données. Ils savent combien leurs gouvernements ont reçu, combien ils ont reçu de ces entreprises pétrolières et minières. Donc c'est un vrai plus pour les populations locales. Et enfin, les investisseurs et les entreprises y trouvent leur compte parce qu'aujourd'hui, cette transparence est on va dire une première étape très importante pour établir une certaine bonne gouvernance dans ces pays, s'ancrer sur une voie qui est vers celui d'une meilleure gouvernance, de plus de stabilité politique et économique. Et puis, ça commence à être reconnu dans les marchés financiers, puisque le premier pays à avoir obtenu le label de l'EITI, c'est l'Azerbaïdjan, un pays extrêmement corrompu, mais qui a fait preuve de transparence sur cette question-là. Et aujourd'hui, les agences de rating financières ont renoté la note souveraine de ce pays qui a atteint ce qu'on appelle la note investment grade. C'est intéressant dans le contexte actuel où c'est plutôt les dégradations de notes souveraines qu'on voit. Voilà bien un exemple de progrès dans le monde de la gouvernance et la transparence.